Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de travail sur soi. Alors c'est une capsule que j'avais vraiment envie de faire en lisant ces derniers temps les commentaires, notamment dans les lives et notamment sous certaines vidéos, où finalement il y a un vrai questionnement, mais travailler sur soi, oui, mais quoi faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit travailler et pourquoi on doit travailler et comment on doit travailler. Enfin voilà, il y a tout un truc où finalement on se pose la question, c'est une bonne question, de l'utilité du travail sur soi, pardon, et pardon pour ce lapsus, et du coup sur quoi on travaille, etc. L'idée d'engager un travail aujourd'hui sur soi, notamment dans toutes les vidéos qui concernent l'amour, les miennes et puis celles de quiconque, hein, où on vous dit en fait, en gros, il y a cette espèce d'exigence de départ. Pour être heureux en amour, il faut être bien en fait en soi. Déjà pour pouvoir gérer les aléas de la relation, et ça je digresse beaucoup de ça dans mes vidéos et je vais continuer, hein, je vais prendre des cas à chaque fois plus spécifiques, pour gérer les aléas, les allers-retours. Je vais faire bientôt une vidéo sur les allers-retours, pour gérer les émotions, hein, donc il vaut mieux avoir un socle interne un peu solide, parce que finalement la relation c'est toujours quelque chose de mouvant, l'autre c'est une altérité, ça n'est pas soi, donc il faut y avoir une forme quand même de... Allez, j'ai envie de parler de solidité interne, de solidité souple, évidemment, mais un socle. Donc c'est la première chose, et puis c'est la deuxième condition, hein, de la réussite en amour, c'est du coup de pouvoir partager quelque chose de qualité. Hein, finalement, très souvent dans mes vidéos, hein, je vous fais, que ce soit avec mes mains ou en dessin, cette zone du centre, cette zone du nous, en fait, où on va pouvoir partager des choses. Bah effectivement, si en soi, on a, je donne des exemples, hein, du vide ou de l'angoisse ou des inquiétudes ou du contrôle ou de l'évitement ou blablabli blablabla, et ben en fait, si c'est ça qu'on partage, trop de gravité, trop de problèmes existentiels ou à l'inverse, hein, trop de légèreté, un manque d'investissement, enfin bref, finalement, ce qu'on est, ce qu'on a en soi, la manière dont on jongle avec qui on est, fait qu'on peut partager telle ou telle chose. Alors d'abord, avant de démarrer cette vidéo et d'expliquer quelle méthode marche le mieux, quel type de thérapie marche le mieux, avant ça, on va rétro-pédaler un tout petit peu pour finalement comprendre à quel point la thérapie, le choix d'un thérapeute, le choix de la pratique, le choix de l'outil, finalement, est quelque chose qui est éminemment individuel et subjectif. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Bon, vous allez me dire, parce que, pardon, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, en effet, mais j'aimerais imager un petit peu comment se construit une psyché, comment se construit une personnalité. Ici, sur cette chaîne, on parle beaucoup des personnalités évitantes, contrôlantes, parce que il y a ces deux grands champs de comportement, mais finalement, chaque couple est unique. Moi, je dis souvent, il y a autant de personnes pour aimer qu'il y a de personnes à aimer, hein, donc... nous ne sommes que des individualités absolument uniques et face à une même situation, même s'il y a des grands courants de comportement, chacun réagit toujours différemment, à quelques nuances près. Parce qu'un système interne, une psyché, fait de conscient et d'inconscient, un je, un qui je suis, c'est toujours extrêmement complexe. Et tout d'abord, on démarre dans la construction, on va dire, de l'identité, hein, de qui je suis. Quand on est, au moment de la naissance, est-ce que vous voyez bien? Oui. Quand on est, on est toujours on est d'abord dans une famille, hein. On est dans une famille avec un père, avec une mère, avec des frères et sœurs. Et ici, on va développer, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup à dire, on va développer un apprentissage émotionnel, un apprentissage affectif, comment j'ai appris à recevoir de l'amour, comment j'ai appris à être aimé. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait il y a longtemps qui s'appelait le système d'attachement. Comment j'interactionne dans ma vie affective avec mes parents, est-ce qu'ils sont câlins, pas câlins, est-ce qu'ils sont présents, pas présents, est-ce qu'ils sont gentils, stricts, etc., etc. Donc on est dans un apprentissage émotionnel,
On est aussi dans une époque, c'est le volet un peu sociologique de tout ça, dans une époque, dans un lieu, on n'a probablement pas la même enfance en campagne que dans une grande ville, on n'a probablement pas la même enfance dans un pays peu développé économiquement que, je sais pas moi, en Chine, aux États-Unis. Bon bref, vous avez compris. On est dans une époque, on est dans un lieu, on est dans un contexte politique. Donc finalement, on est dans un contexte sociologique. On peut même parler, moi j'aime bien, ethnologique, avec des habitudes, avec des coutumes, avec des rites plus ou moins présents, notamment dans nos sociétés occidentales, le mariage étant encore un rituel qui existe. Voilà, donc il y a ça. Et puis, on est aussi dans un contexte socio-culturel, c'est-à-dire les grandes idées, on en est où par exemple des grandes questions sur le féminisme, on en est où des grandes questions sur le patriarcat, sur l'égalité homme-femme, on en est où finalement dans le rapport au mariage, dans le rapport au divorce, dans le rapport à la religion, etc. Toutes ces questions-là, évidemment, vous vous doutez bien que les rapports amoureux ont éminemment évolué. On va pas revenir sur nos parents, mais on voit bien que il n'y avait pas les mêmes questionnements. Je pense que quiconque regarde cette vidéo, lorsqu'il évoque, je sais pas, un problème affectif avec son parent, son parent, il va probablement avoir une réponse avec d'autres références sur le rôle de la femme, sur le partage des tâches, sur finalement qu'est-ce qui scelle un couple. Aujourd'hui, encore une fois, on a cette exigence, peut-être même un peu cette dictature du bonheur, qui, à mon sens, n'aide pas forcément les relations de couple, toujours. Il y a cette dictature du plaisir, du bien-être, qui font que dès qu'il y a un peu de frustration, un peu de contrainte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on n'est plus tellement capable de travailler à deux. On a oublié que le couple, c'est un peu de labeur aussi. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, mais au bout d'un moment, un peu de labeur. Et puis finalement, le qui je suis, notre psyché, notre conscient, notre inconscient, notre moi-je, il va se construire sur cette base-là d'autres choses. On va vivre, évidemment, au-dessus, on va vivre des événements. On va vivre des événements, et dans cette grande brique, c'est comme si finalement la construction de notre personnalité était des Legos. Vous savez que moi j'aime bien les images, des Legos ou un jeu de cartes, peu importe. On va vivre des événements. Dans ces événements, on va avoir des événements heureux, des bons souvenirs, avec les amis, les copains, le premier petit ami, le premier rapport à l'amour, dans l'enfance, dans l'adolescence. On va vivre les premières interactions. On y reviendra aux interactions. On va vivre des jolis souvenirs de vacances. Bref, on va venir des belles choses. On va venir vivre des belles choses. Et puis, on va venir peut-être ici vivre des chocs. On va venir vivre ce qu'on va appeler les blessures. Les abandons, les trahisons, les humiliations. Les choses qui laissent de l'empreinte. Les choses qui laissent une trace. Ce qu'on va appeler trauma. Il n'y a pas de grand ou petit trauma. Un trauma, c'est quelque chose qui laisse une empreinte. C'est quelque chose qui a fait mal, qui laisse une empreinte et qui va donner naissance à un petit mécanisme. Alors un mécanisme de compensation. Tiens, j'ai vécu ça qui est dur, du coup je développe tel type de comportement pour pouvoir rétablir la balance. Ça peut aussi générer des dissociations, parfois des amnésies traumatiques. Donc là, on va entourer le trauma d'une petite couche qui en même temps le rend plus supportable, mais qui en même temps le solidifie, le cristallise, l'installe. Donc, voyez, en même temps, nos mécanismes, ils nous protègent tout en même temps maintenant, du verbe maintenir, les boucles. Ça, c'est mon regard de systémicienne. Et puis, là-dedans, avec tout ça, on vit aussi, on va le rajouter au-dessus en violet, des interactions, des rapports, des relations avec des amoureux, des amoureuses. Et finalement, ces relations-là, elles renvoient à la famille, à mon apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris? Et du coup, qu'est-ce que je vis ici? Je le retrouve. La manière dont j'ai interagi avec mes parents,
ben, je vais le retrouver ici, soit en similarité, soit en opposition. Mais finalement, je réagis toujours face à un apprentissage, j'allais dire, originel, hein, l'apprentissage du départ, la construction. On ne peut pas être autre chose, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que qui on est au début. Quand on travaille sur soi, on arrive à faire des changements. Mais là, on parle de la base du constat. Et puis, ces interactions-là aussi, elles vont pas seulement dépendre de nos apprentissages, elles vont aussi dépendre de ça. Et elles vont aussi dépendre de ça, nos interactions amoureuses notamment. De quoi je suis blessée, de quoi j'ai été traumatisée, comment est organisé mon mécanisme de protection. Hein. Je suis hyper contrôlant, je verrouille pour maintenir une sécurité dans ma vie émotionnelle. Je suis évitant, je fuis pour me sortir de la contrainte et des trucs que j'ai pas la force de gérer ou que je ne peux plus, je ne veux plus gérer. Il y a ni bien ni mauvais. Hein. Il y a simplement des mécanismes. Et puis finalement, cette base-là, qui va être répétée, parfois ici, puisqu'on répète, parce que à partir de là, on a la création, hein, et encore, hein, c'est ni bon ni mauvais, d'une première boucle. Moi, c'est ce que j'appelle la boucle systémique interne, une boucle comportementale, qui va donner une boucle de croyance, qui va donner, du coup, on maintient tout un système. Cette base-là, on pourrait la décliner à l'infini, parce que voilà, c'est une boucle qui va donner naissance, une fois qu'on a fait ces constats-là 2-3 fois, hein, c'est les fameux schémas répétitifs, on va développer d'autres mécanismes de compensation, d'autres mécanismes soit d'évitement, soit de contrôle, pour s'en sortir, pour ne plus revivre, mais en fait on voit bien qu'on est toujours au même endroit. Du coup, tout ça, ça vient créer à peu près, oulala, ça a fait des petites taches. Vous voyez, ça fait des taches. J'adore comme tout est bien fait. Et oui, tout ça, ça crée des taches. Ça crée des taches indélébiles sur le « je suis ». Je suis qui? C'est compliqué de répondre à cette question. Mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Que veux-tu? Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Hein, souvent dans les relations, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Bon courage. Hein, bon courage. Il y en a qui vont vous dire, les contrôlants, je veux de l'engagement, je veux de la sécurité. Les évitants, je veux du plaisir, je veux de la légèreté. Hein, voilà. Mais en même temps, on veut du plaisir et de la légèreté parce qu'on a extrêmement peur de la sécurité, parce qu'on est insécurisé, ça se trouve ici, etc., 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 vous comprenez. Donc finalement, voilà, ce qui je suis, il est fait de toute cette complicité-là, et dans ce qui je suis, j'en avais parlé notamment dans la vidéo sur la sexualité, on est fait aussi de 3 grandes entités. Il va y avoir notre conscient. Le conscient, en gros, c'est l'observation du réel, et l'intellect. Hein, je prends vraiment des grosses pinces. C'est-à-dire, voilà, je vois que le stylo est bleu, donc j'arrive à dire si je le trouve joli ou pas. J'arrive à dire si je vais l'utiliser ou pas. Voilà, hein, on observe le réel, et puis par le biais de l'intellect, de la réflexion, si je m'en sers, ça va donner un truc plus joli que ça ou pas. Bon, voilà, et je prends une décision. Hein, c'est la sphère par laquelle on croit qu'on prend les décisions. Parce qu'en fait, les décisions, ça n'est pas à cet endroit-là qu'elles sont prises. Elles vont plutôt être prises ici, dans l'inconscient. L'inconscient qui fait référence à toutes ces petites tâches et à la page d'avant. Hein, l'inconscient, c'est tout ça. C'est tout ça qui vient décider et influencer ça. En background, comme on dit, dans les coulisses. L'inconscient, voilà, c'est tout ça, c'est tout ce système de mémoire en fait, hein, de mémoire émotionnelle, de mémoire affective, de réflexe de survie aussi. Il y a plusieurs zones du cerveau, ça les neurosciences en parlent bien et on va pas trop digresser là-dessus, mais c'est en même temps les réflexes, c'est de survie, de protection, et c'est en même temps les apprentissages, et il y aurait d'autres choses à dire, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et puis là, je veux m'adresser aux gens qui, comme moi, sont fans de psychanalyse et qui aiment Freud. Ici, on va avoir, moi, ce que j'aime bien appeler le surmoi. Hein, j'ai dit, le ça, c'est les instincts, c'est les pulsions qui sont souvent réfrénées par
par le surmoi qui est cette petite police qui vient nous dire non, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ce petit arbitre, en fait, qui a intégré ça. Ce petit arbitre, il a intégré ça. Surtout, cet endroit-là, la société, la politique, le contexte dans lequel on vit. Il a intégré tout ça comme ce qui est bien et pas bien, en gros. Et puis, il distribue les points. Il distribue les points là-dessus. Il dit si c'est OK ou si c'est pas OK. On peut appeler ça aussi le petit juge intérieur. On peut parfois appeler ça l'esprit critique ou la partie qui me juge, qui distribue les bons points, le petit diable ou le petit ange. Ça se situe un petit peu là. Donc finalement, on comprend bien. Je vous ai fait quelque chose d'extrêmement synthétique, mais on comprend bien qu'une structure psychique qui se trouve ici, c'est ça qu'on va appeler le psychisme, la psyché. C'est ce lien entre conscient, inconscient, ce moment où on voit bien que c'est pas toujours le conscient qui décide, que c'est souvent l'inconscient qui prend la main, mais on voudrait régler les choses avec la conscience. On est comme dans une vague en permanence en soi. Et ben on s'aperçoit que ça c'est quand même un peu. Moi j'aime bien cette idée-là. Voilà, on est comme un système d'empilage d'expériences, de croyances, etc., qui détermine des valeurs, qui détermine du coup des cycles de vie. Bon, bref, on en a beaucoup parlé. Du coup, vous voyez bien à quel point tout ça, c'est en fonction des individus. Est-ce que vous voyez bien? Unique, complexe. Et je peux pas dire autre chose que unique, complexe, unique, complexe, unique, complexe. Donc, quand on veut entamer un travail sur soi, il n'y a ni la bonne méthode pour tout le monde, ni le bon praticien pour tout le monde, ni le bon outil pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être très très évitants, par exemple, qui vont avoir beaucoup de mal à verbaliser, beaucoup de mal à parler. Et du coup, des outils qui vont passer peut-être plus par le corps vont être bien, parce que ça va leur permettre, dans un premier temps, d'être confortables. Je pense à la kinésio qui peut être pas mal, les soins énergétiques, vous savez que c'est pas tout à fait ma came à moi, mais c'est la came de beaucoup, donc pourquoi pas, ça permet de passer par le corps, ça permet tranquille, les tirages de cartes, moi je pratique beaucoup le tarot en ce sens. Le tarot va être un espace aussi pour libérer la parole, pour poser des questions, pour réagir. Une carte dit quelque chose, le consultant il peut apporter, ça peut ouvrir un petit bocal, et donc il y a de l'information qui sort, et donc on peut avancer dans le travail, etc. Ou bien, quelqu'un justement qui a du mal à parler, quelqu'un qui a du mal à verbaliser, qui a du mal à parler de ses émotions. Alors l'hypnose peut être bien aussi, bon moi je suis hypnothérapeute donc je vais pas dire l'inverse, parce qu'on va travailler en symboles, on va travailler plus en sensations, en images, etc. Mais finalement, cette même personne qui n'arrive pas à parler, peut-être que pour elle, ça va être intéressant à l'inverse, d'aller commencer une psychothérapie, d'aller commencer une psychanalyse, parce qu'alors, la parole doit être libérée. Et on va prendre le temps de le faire. Et cette parole, sur 1, 2, 3 séances, 4 séances, dans un rapport de confiance, elle va se libérer. On va aller d'abord peut-être visiter ça, et puis peut-être visiter ça. Ça, en général, on n'y va pas tout de suite. On y va au bout de quelques séances. Ou ça, etc., etc. Donc, voyez bien, il n'y a pas de bonne méthode, parce que là encore, je vous donne un archétype de situation, et on voit bien que il n'y a pas de bonne méthode. Ça va dépendre de qui il est, ça va dépendre de son besoin du moment. Moi, je crois qu'en tout cas, quoi que vous choisissiez, c'est important d'aller voir des gens un peu sérieux, en fait. Ensuite, là-dedans, il y a plein d'outils. Moi, je sais que je travaille avec beaucoup d'outils, la psychanalyse, la systémique, la psychanalyse pour évoquer tout ça, la systémique pour évoquer tout ça, y compris dans le couple, le système du couple, et puis ensuite un peu de rythmo, ce qui est comme le MDR, un peu d'hypnose, du coaching aussi parfois. Plus vous allez aller voir des gens qui ont des outils divers, plus en fait ces thérapeutes pourront toucher
aux divers endroits. Ça, c'est la première chose. Donc, le thérapeute en lequel vous aurez confiance, c'est celui que vous choisirez. Et puis, parfois, on tombe pas sur le bon tout de suite. Un thérapeute peut ne pas vous convenir, ou un thérapeute peut être moins bon, avoir moins d'outils. Mais finalement, ce sera auprès de lui que vous allez vous sentir parfaitement bien compris et entendu. Et moi, souvent, ce que je dis très, très, très régulièrement aux gens que j'accompagne, c'est que, à la limite, l'outil a peu d'importance. Ce qui compte, c'est la relation thérapeutique. Dans la vie, que ce soit ici dans la famille, ou ici dans les traumas, ou ici dans les interactions, ce qui abîme l'être, c'est la relation. Une relation toxique qui nous a fait du mal, une relation d'humiliation, une relation dans laquelle on a eu des blessures, une relation qui nous a traumatisés. Les interactions événementielles ou les interactions humaines. Eh bien, c'est donc la relation qui va réparer, la relation thérapeutique. Et c'est là aussi où j'amène tout le monde à réfléchir sur l'illusion de la séance unique. Parfois ça marche. Parfois ça marche parce que on aura été au bon endroit. Voilà. Donc parfois la séance unique elle marche. Mais globalement, quand on voit la complexité des êtres humains, quand on voit les ramifications, quand on s'engage dans un travail sur soi, quel qu'il soit, il faut entendre que c'est un travail qui peut prendre un peu de temps, tout autant qu'on a renforcé, revécu, cristallisé, endurci, et tout autant qu'on a des souffrances, et tout autant qu'on a besoin de changement, que tout autant on a besoin d'aller creuser dans les petits détails. Eh bien, parfois, plusieurs séances sont nécessaires, et voilà, parce que moi, souvent, il y a ces questionnements qui reviennent dans les chats et dans les vidéos. Mais voilà, qu'est-ce que je dois faire? En mode, j'y vais et je ressors tout neuf. Non. Par contre, on sent quand une séance a fait du bien. On sent quand la relation qu'on a avec son praticien, quel qu'il soit, quelle que soit sa discipline. Moi, vous savez à quel point, voilà, je dis attention à ce que moi j'appelle le charlatanisme, attention aux dérives, attention à tout ça. Dans cette vidéo, je vais presque aller même jusqu'à vous dire que quelqu'un qui est un charlatan, s'il a quand même ce truc qui vous fait du bien, ça vous fera du bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la relation qui va être importante, ça va être la continuité et ça va être une démarche qui est la vôtre. Moi, j'aime bien, je sais pas si vous regardez cette série, une excellente série qui vraiment montre le process thérapeutique. C'est la série En thérapie, dont il y a la saison 2 actuellement sur Arte. Je vous invite à la regarder. Saison 1, saison 2, passionnante. Alors, on n'est pas en train de juger la série, le jeu d'acteur et l'intérêt et le plaisir que vous avez à regarder la série, c'est pas ça. Mais simplement, si vous êtes curieux de suivre la saison en entier, 35 séances, 35 épisodes, et on voit bien que finalement on rentre dans le travail à la 4e, à la 5e, à la 6e. C'est-à-dire qu'il y a tout ce moment pour lever les barrières, il y a tout ce moment pour aller au cœur de tout ça, il y a tout ce moment pour rentrer en soi, pour plonger. Donc c'est une vidéo dans laquelle je voulais en même temps dire que le travail sur soi, je crois qu'il est important et nécessaire dès lors qu'on a de la souffrance d'être soi-même. Dès lors qu'on a de la souffrance de comment on agit, dès lors qu'on a de la souffrance de ne pas pouvoir partager ce qu'on voudrait partager, dès lors qu'on a la sensation de ne pas pouvoir vivre ce qu'on voudrait vivre, dès lors qu'on a la sensation d'être chargé de choses dont on aimerait se décharger, dès lors qu'on a la sensation, ou dès lors que le corps aussi parle et dit que ça va pas. Mais c'est une démarche qui, comme tout, n'est pas magique. La baguette magique et la boule de cristal, on en rêve tous. Et la guérison, le bien-être, le mieux-être, ça arrive vraiment. Les changements, ça arrive vraiment. Se libérer, se sentir mieux, être mieux dans sa vie, ça arrive vraiment. Mais il faut s'en occuper. Voilà. C'est comme y en a qui aiment beaucoup cette métaphore de l'enfant intérieur. C'est comme un petit enfant. Avant qu'il parte de la maison et qu'il vole dans ses propres ailes, on s'en occupe parfois longtemps. Alors voilà, quelques séances, quelques mois, peut-être pour certains, quelques années. Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne.
Et puis, dernière chose que je voulais dire, le travail sur soi, ça n'est pas, et ça c'est important, ça n'est pas non plus dérégler son cerveau et son système interne. Moi souvent, je le dis en consultation, la demande qui consisterait à dire je voudrais vivre une situation souffrante mais arrêter de souffrir, là aussi c'est une illusion qui n'existe pas. Je vais prendre un exemple que j'entends beaucoup. Je suis amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple ou qui n'est pas amoureux de moi et j'en souffre et j'en peux plus d'en souffrir. Il faudrait que ça s'arrête. Ben en fait, soit on décide de faire un travail de deuil et on sort de la relation. On arrête cette relation qui est souffrante. Hein. On a la main dans le feu, ça brûle. On retire donc la main du feu. Moi, souvent, je dis, quand on boit une soupe au poison, on pose la cuillère. Ou bien, on accepte que l'autre soit avec quelqu'un d'autre et on se dit, je prends ce qu'il y a à prendre. Mais cette option-là, souvent, elle est relativement impossible à mettre en place. Parce qu'elle consisterait à vouloir continuer de manger du poison et à trouver ça normal. Et vous verrez que le cerveau fait de la résistance à ce moment-là et que les gens qui ont cette demande voient bien au bout d'un moment que ça marche pas. Qu'on ne peut pas demander au feu de ne pas brûler, qu'on ne peut pas demander au poison de ne pas empoisonner, et qu'on ne peut pas demander aux configurations souffrantes et toxiques d'arrêter d'être souffrantes et toxiques. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est comme vouloir ne pas avoir peur avant un examen. C'est un peu bizarre. Si on a peur avant un examen, c'est normal, c'est qu'il y a de l'enjeu. Donc avoir peur avant un examen, c'est plutôt bon signe, c'est signe de bonne santé en fait. Par contre, ça peut peut-être dire on a peur. Est-ce que ça peut renseigner sur le fait qu'on n'a peut-être pas assez travaillé avant, qu'on n'a peut-être pas véritablement assez révisé, et ça peut aussi renseigner sur le fait que on a une estime de soi qui est faible si on estime qu'on a beaucoup travaillé. Et voyez, en fait, le problème c'est pas la peur de l'examen, le problème va être l'estime de soi qui est faible. Le problème, il n'est pas en haut, le problème, il est toujours en bas. Donc en réalité, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on travaille sur le symptôme, est-ce qu'on travaille sur la cause? Bon, moi je trouve qu'il faut faire les deux et qu'il faut, en fonction de la problématique, savoir si on a plutôt intérêt à travailler là-dessus ou là-dessus. Mais en gros, voilà, si je peux apporter un élément de réponse aux gens qui se demandent, mais est-ce qu'il faut que j'aille faire des séances de soins énergétiques? Il faut que je fasse des méditations? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'hypnose? Est-ce qu'il faut que je fasse de la psychothérapie? Bref, tout est bien. Mais tout est bien dès lors qu'il y a un praticien. Parce que c'est la relation qui donne des autorisations, c'est la relation qui répare. Donc choisissez n'importe qui, choisissez le praticien qui vous plaît, qui vous fait du bien, en qui vous avez confiance. Mais l'auto-guérison, elle n'est possible que finalement quand le travail a déjà commencé. Vous voyez, c'est comme si une thérapie, quelle qu'elle soit, encore une fois, va permettre de lancer la machine. Et ensuite, en autonomie, vous allez pouvoir la continuer. Moi, je pense à beaucoup de personnes en disant ça. Je pense à Stéphanie, notamment. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, il y a un travail qui a été fait. Et puis après, elle apprend à gérer seule. Elle apprend à gérer seule. Mais avant de gérer seule, qu'il y ait quelqu'un qui amène ce beau regard qu'on cherche parfois éperdument en amour, ce regard qu'on n'a pas eu parfois dans la famille, ce regard qui nous a été ôté ou abîmé dans les traumas, etc. Ce regard, cette main tendue, cette écoute, cette considération, ce moment où, dans un cabinet de thérapeute, on a le droit d'exister tel que l'on est, alors que c'est ça qu'on cherche à faire dans un travail. Pouvoir exister tel que l'on est pour avoir la vie qu'on a envie de vivre et pour pouvoir proposer à l'autre quelque chose d'authentique. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite capsule vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur les allers-retours dans la relation amoureuse, probablement la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.